C'est parti, t'arrives. Bonjour. Bonsoir à tous. Bienvenue, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire Beach Arbitrage, webinaire organisé par la CTA, de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball. La première des choses, avant de débuter notre présentation, je vous laisserai tous, s'il vous plaît, couper vos micros, nous assurer de cette tranquillité au niveau sonore tout au long du webinaire. Euh, on va se présenter, Boris, moi-même, on va essayer de présenter aussi un petit peu les règles de vie de la soirée. Ensuite, on donnera la parole à nos intervenants. On a trois intervenants qui sont là exprès pour nous ce soir, pour nous présenter un peu la pratique du beach handball. Donc, on leur donnera la parole assez rapidement pour qu'ils puissent un petit peu nous exposer la suite du webinaire. Comme je l'ai dit, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux, de se retrouver même à distance. Pour ceux avec qui j'ai pas eu encore la chance d'échanger, je m'appelle Liam, donc je suis conseiller technique fédéral à la Ligue depuis cette année en charge de l'arbitrage, hein, plus précisément de la formation et du coup avec quelques missions sur le beach handball cette année. Et je suis accompagné de mon collègue qui s'est transformé en DJ ce soir, Boris Thiebaud. Ouais, salut Liam, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, très heureux d'être là et je suis très heureux que tu puisses prendre en main ce petit webinaire Beach Arbitrage. Et puis forcément très heureux de voir autant de monde présent, hein, 61 là pour l'instant listé. Et puis bah, ma petite dédicace particulière du coup pour Mathieu, Pauline et Maxime que j'ai eu la chance de croiser sur des interpôles et d'autres opportunités où on a des très très bons souvenirs ensemble. Donc voilà. Je pense que avec leur joie de vivre, leur savoir-être et leurs compétences, ils vont nous pouvoir nous booster le beach à un autre niveau. Enfin, je sais qu'ils sont capables de le faire en tout cas. Et puis bah forcément, je pense qu'ils vont amener aussi leur petite touche personnelle qui va faire que ce webinaire sera particulièrement intense et chaleureux. Super, super. Merci à toi pour ton intro, Bobo. Tout de suite, on va sans plus attendre, donner la parole à nos intervenants. À commencer par Pauline. Salut Pauline. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci Liam, merci Boris pour cette sollicitation. Je suis très heureuse d'être ici et de voir l'intérêt que vous portez au beach handball. Donc, je suis Pauline Dupont, j'ai 25 ans et j'arbitre avec Amandine Fouilleul depuis maintenant 4 ans. Donc, en indoor, on évolue en excellence 2. Donc, ça correspond à de la N2 garçon. Et maintenant, ça fait 4 ans que nous sommes à fond dans le beach aussi. Donc, on a souhaité s'inscrire dans le beach handball tout simplement parce qu'on était un binôme jeune, on ne se connaissait pas du tout. Et on s'est dit, pourquoi pas le beach handball déjà pour nous rapprocher, mieux nous connaître, créer des liens et tester tout simplement une nouvelle discipline, une compétition nouvelle. Donc, on s'est engagé dans l'aventure après la sollicitation de Jérôme Roland, qu'on remercie encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là, mais nous le remercions aussi. Et donc, nous avons connu comme ça Mathieu et Maxime et tous les autres qui font partie aussi de cette aventure. Ok, super. Bah écoute, merci à toi. Je pense que Mathieu et Maxime ont un parcours assez similaire, mais ils vont se présenter aussi. À vous les gars. Donc, moi, c'est Mathieu. Donc, il y a mon binôme Max qui prendra la parole après. Donc, pareil que Pauline, on a commencé le beach tous en même temps. On a découvert ça sur une présentation comme on fait en gros ici sur des interpoles à Lyon, enfin à Vaux-en-Velin. Et du coup, ça fait 4 ans qu'on est là. Donc là, on intervient ici. Max et moi, on est plus particulièrement en Provence. Donc dans le développement du beach en Provence, donc un peu la même chose, le même style de tournoi, les mêmes préparations, les mêmes visios, mais voilà, du côté du sud. Donc voilà, on espère que ce qu'on va faire va vous servir et va vous permettre de pouvoir découvrir au mieux cette discipline qui est le beach handball. Cool. Merci Mathieu. Bah écoute, Maxime, son binôme, qui peut enchaîner. Eh ben, moi, du coup, j'arbitre avec Mathieu. J'ai commencé en même temps. Donc, j'ai 23 ans et en plus, moi, je suis référent beach en Occitanie et en Corse. Voilà, on a commencé à faire aussi de la sensibilisation avec Pauline en Normandie. Donc, voilà, c'est une discipline qui commence à pousser un petit peu, qui attire de plus en plus de personnes. Donc, on est là ce soir pour vous la présenter. Super.
Super, merci beaucoup. Merci à vous trois, en tout cas, encore une fois, de votre présence. J'ai mis un petit message en attendant dans l'espace du chat pour rappeler à tout le monde les règles de vie de ce soir. Donc, pensez bien à éteindre vos micros. On est aussi à votre disposition avec Boris pour répondre à vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à en poser tout au long de la visioconférence. Certaines questions seront posées en direct même à Mathieu, Maxime et à Pauline. Et en tous les cas, il y aura un temps d'échange, un temps de questions qui sera en direct avec nos intervenants tout à l'heure à la fin de la présentation. Je vous partage la première diapositive. La première diapositive, donc là, celle-ci, vous avez pu prendre connaissance des étapes du Beach and Tour qui est organisé sur Auvergne-Rhône-Alpes. À savoir que donc, du coup, des tournois vont être organisés à peu près dans tout le territoire. D'accord, sur le club de Guilherand dans la Drôme-Ardèche, autant dans le club du Pays Voironnais en Isère, au Teil, à Châtel, à Romans, à Roanne, aussi à Vals, avant de finir à Beaurepaire, à Lyon et même à Tignes en Savoie, sur la mi-juillet. Donc voilà, des étapes qui s'étalent de la fin du mois de mai jusqu'à mi-juillet. Sans plus attendre, la première diapositive de présentation, le règlement du beach handball. Mathieu, Maxime, Pauline. L'Eurodame, Pauline, vas-y, commence. Allez, Pauline, à toi. Alors, il s'agit d'avoir un but rectangulaire qui sera positionné au milieu de chaque ligne de sortie de but. Donc, 2 montants verticaux à égale distance de chaque coin et reliés à la partie supérieure au moyen d'une barre transversale. C'est classique, comme en indoor. Donc, 2 mètres sur 3. Et surtout, ce qui est important de vérifier, c'est la fixation au sable. Il ne faut pas que ce soit dangereux pour les joueurs. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel il faut insister aujourd'hui pour éviter toute blessure possible. Ok, super. Super. Cool. Rien d'autre à ajouter là-dessus, Pauline, Maxime, Mathieu, ça marche, pas d'autres questions. En attendant, les questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre en dessous du chat. Donc, en ce qui concerne du coup l'aire de jeu, donc comme on le voit sur ce schéma qui est vraiment très très bien expliqué, on a vraiment, donc on va avoir la surface de jeu qui va être le terrain en lui-même, les 2 surfaces de but qui vont pouvoir s'apparenter aux zones qu'on a en indoor. On va avoir des zones de changement, une pour chaque équipe, donc ils vont être sur toute la longueur du terrain, un côté par équipe. Et puis voilà, donc on a une zone spéciale pour gardien de but qui se trouve le long de la surface de but, donc où le gardien va pouvoir rentrer uniquement par là. Et la zone de changement qui longe toute la surface de but va permettre à tous les joueurs de pouvoir faire des changements qui sont vraiment exactement comme en indoor. On ne peut pas rentrer avant que le collègue soit sorti. Donc voilà, Max, je ne sais pas si Max, Pauline, si vous avez des choses à rajouter. La différence qu'il y a par rapport à l'indoor, donc dès qu'on va parler d'indoor, en fait, c'est le handball, c'est à l'intérieur. C'est qu'en fait, l'équipe, plutôt que choisir la partie gauche ou la partie droite, elle va choisir la partie en face de la table de marque ou la partie côté de la table de marque. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne de touche propre à une équipe et l'autre ligne de touche propre à une autre équipe. Et ça sera ça tout au long du match. On va juste changer de but à la mi-temps, en fait. Ça va être juste ça. Voilà, on va voir après pourquoi, pour les zones de changement, pourquoi c'est important ce petit détail-là. Voilà, vous avez remarqué, les surfaces de but, du coup, c'est rectangulaire. On n'a pas des zones comme en indoor. Donc voilà. Rien de plus pour moi à ajouter. Cool, ça marche. Il y a une question qui apparaît dans le chat tout de suite, alors peut-être que vous en parlerez après. Des précisions sur la zone d'entrée du gardien de but. En gros, au beach handball, en fait, ça va être donc un 3 contre 4. Donc on va avoir 3 défenseurs plus un gardien contre 4 attaquants. Et dans ces 4 attaquants, il va y avoir un joueur qu'on appelle le spécialiste, donc qui va avoir la même tenue que le gardien, donc qui aura remplacé le gardien. Donc je sais pas si. Donc le gardien va sortir, donc par sa zone, il peut sortir n'importe où. Et le spécialiste doit rentrer par la zone d'entrée du gardien de but. Donc, en gros, le spécialiste, c'est un joueur qu'on va appeler entre guillemets de bonus. Peu importe comment il va tirer ou ce qu'il va faire, si le ballon rentre dans le but, il va marquer 2 points. Et il peut sortir n'importe où, ce qui permettra au gardien de rentrer par la zone d'entrée du gardien de but. Et donc en ce qui concerne les dimensions du terrain, donc on va être sur un peu plus petit qu'en indoor. On va être sur 27 mètres de long et 12 mètres de large.
Ça marche, ça marche, ça marche. Merci pour ces petites précisions. On continue avec vos questions. N'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat. Et on passe avec les signaux de début de match, temps de jeu, signal de fin, temps mort. Donc, le match commence pour choisir. Alors, zone de but incluse, oui, Zani. Avant le match, du coup, pour choisir quelle équipe va engager et quelle équipe va choisir le côté de terrain, ça va être un Shifumi, en fait. Alors voilà, c'est la particularité aussi qu'on a au beach. Du coup, le tirage au sort pour déterminer le choix du camp et le choix de la zone de changement. Après la pause, les équipes, elles changent de camp. Cependant, les zones de changement subsistent. C'est-à-dire qu'on va juste changer de cage. C'est un peu ce qu'on a anticipé. Et le début du match, donc le match ainsi que le golden goal, donc on va voir après, c'est le but en or, commence à chaque période par un jeu d'arbitre. Donc le jeu d'arbitre, on a un arbitre qui vient au centre du terrain, qui envoie la balle en l'air, et dès qu'elle atteint son point culminant, l'arbitre en face, qui sera sur la ligne de touche, va mettre un coup de sifflet pour débuter le match. Ok. Juste, il y a une question qui est passée. Où se placent les arbitres? On va être exactement comme en indoor. On va avoir un arbitre de zone et un arbitre de champ. Ils vont être en diagonale et ça va suivre exactement pareil qu'en indoor. Sur ça ne change pas du tout. Ça permet notamment aux arbitres qui arbitrent déjà ensemble en indoor, comme Max et moi ou Pauline et Amandine, de garder les mêmes repères, la même communication qu'on peut avoir. Et on n'est pas trop non plus déstabilisé. C'est ça qui peut être intéressant aussi de pouvoir transférer de l'indoor au beach handball. Ok, ça marche. Les temps de jeu, cette fois-ci? Oui, donc concernant les temps de jeu de match, il s'agit de 2 périodes de 10 minutes chacune, avec à chaque fois une pause de 5 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fin de période, il faut un gagnant. Donc ça veut dire que s'il y a une égalité au bout de la première période, il y a le but en or. Donc c'est-à-dire qu'on recommence par un jet d'arbitre et la première équipe qui marque a gagné la première manche. Ensuite, on fait une pause de 5 minutes, puis la deuxième période redémarre. Et si à l'issue de cette deuxième période, il y a une égalité, donc c'est-à-dire qu'il y a 1-1, eh bien là, on fait une pause de 5 minutes et ensuite, on entamera les shoot-out qu'on va vous expliquer plus en détail tout à l'heure. Super, super, merci Pauline. Diapo suivante. Ouais, ça va être après, donc là, donc sur cette diapo, donc on voit que c'est vraiment comme en indoor, à l'exception d'une chose. Donc ça va être pour les temps morts obligatoires, donc c'est-à-dire quand on va arrêter le temps, tout simplement. Donc ça va être pour les exclusions ou les disqualifications. Donc c'est exactement le même principe qu'en indoor. Donc à l'exception qu'une exclusion, en gros, donc un joueur va être exclu toute la durée de la défense de son équipe. Admettons, je suis en défense, je fais une faute et je pourrais rentrer uniquement au prochain changement de position de balle. Donc une disqualification, ça va être comme en indoor, hein, on sort et on ne peut plus rentrer du match. Donc un jet de 6 mètres, donc ça va être l'équivalent du penalty, donc du jet de 7 mètres. Donc au beach handball, c'est directement à 6 mètres derrière la zone. Donc sur ces moments-là, on est obligé d'arrêter le temps. Donc sachant que c'est des périodes qui sont plus courtes qu'en handball, on ne peut pas se permettre de perdre du temps, le temps de choisir le tireur, le ci, le ça. Selon les matchs, on a rapidement perdu 1 ou 2 minutes de jeu, donc ce n'est pas forcément intéressant. Donc sur les temps morts d'équipe, forcément, sur les coups de sifflet du chronométreur ou du délégué comme en indoor, et sur la consultation entre les arbitres. Donc on a des temps morts non obligatoires, mais devraient normalement être donnés dans des circonstances normales. Un joueur semble être blessé, une équipe veut clairement gagner du temps, donc ça va être, on le verra je pense un peu plus tard, que ce soit du refus de jeu ou un arrêt de temps, ça ira beaucoup plus vite. Et influence externe, donc ça c'est exactement comme un indoor. Cool. Il y a une question tu vois, qui arrive sur du coup, qu'est-ce qui se passe si on veut gagner du temps là-dessus? Alors, tout simplement, déjà, l'avertissement du jeu passif, le geste préalable, il va être levé beaucoup plus rapidement pour la simple et bonne raison que le temps de jeu, il est divisé par 3 sur une mi-temps comparé à l'indoor. Et d'autre part, on a une équipe donc, qui est en attaque, qui est systématiquement en supériorité numérique. Donc, elle devrait trouver des solutions, ce qui fait que le geste du jeu passif va vraiment être plus rapide à la levée. Donc, c'est une sensibilité
qui est un peu plus grand. Et on n'ira pas jusqu'aux 6 passes. Hein. Vous vous doutez bien que si on attend 6 passes au beach handball, ça peut être prendre une grande partie du temps. Ok, ça marche, super. La diapo suivante est en bord. Pareil pour le jeu passif. Un exemple, si on a un ailier qui arrive seul devant la zone et qui se refuse au tir, on peut lever immédiatement le jeu passif, même si c'est au bout de la première ou deuxième passe. Voilà. Bah, comme a dit Benoît dans le chat, un recul du jeu passif directement. Vu que c'est beaucoup plus court, on est beaucoup plus sensible au jeu passif. Du coup, pour le team timeout, donc chaque équipe a droit à un team timeout d'1 minute au cours de chaque période du temps de jeu réglementaire. Une équipe qui souhaite demander team timeout doit montrer clairement par l'intermédiaire non officiel d'équipe un carton vert. Pour ce faire, elle se déplace vers le milieu de la ligne de touche et lève le carton vert de façon que le chronométreur puisse reconnaître immédiatement ce signe. C'est exactement comme en indoor, sauf qu'on en a un seul par mi-temps et pas deux. Donc voilà. Après 50 secondes, le chronométreur donne un signal sonore indiquant que le match reprend dans 10 secondes. Alors Zani, j'ai vu dans le chat combien de passes après lever main pour jeu passif. En fait, on n'a pas de limite. Donc, c'est pas comme on a les max 6 passes en indoor. Là, on n'a pas de limite. C'est au bon vouloir de l'arbitre. Mais généralement, on est bien en dessous des 6 passes. Ok, ça marche. On a eu quelques questions. Je sais que Jérôme m'a posé une question par rapport au ballon là en privé, donc c'est maintenant. Donc, par rapport au ballon, il faudrait dans l'idéal en avoir 3. Pourquoi? Parce qu'il faut un ballon sur l'aire de jeu pour qu'on puisse jouer avec, mais ce serait bien également d'avoir un ballon de chaque côté du but. Pourquoi? Parce que comme on est sur la plage, il suffit qu'il y ait un tir mal cadré et le ballon parte loin. C'est plus facile de récupérer un ballon qui est derrière directement le but. Donc, dans cette optique, ce serait bien d'avoir 3 ballons. Ensuite, concernant le nombre de joueurs sur le terrain, c'est 4 joueurs maximum. Donc, c'est-à-dire qu'il faut 3 joueurs de champ et un gardien quand on est en défense, et 3 joueurs de champ et un spécialiste qui remplacera le gardien de but quand on sera en attaque. Et pour démarrer le match, en général, il faut une équipe de 10 joueurs. Ok, par rapport à ces changements-là et puis aux joueurs, moi j'ai d'abord une question qui arrive, peut-être qui passe dans la tête de plusieurs personnes. Est-ce qu'il faut obligatoirement être spécialiste pour entrer sur le terrain ou est-ce que le gardien peut juste quitter sa cage et rentrer en 4e joueur? Alors, le gardien peut être spécialiste, c'est déjà arrivé. Admettons, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. Et on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer parce que on se retrouve à l'opposé. Et on se débrouille d'essayer d'aller gauler. Donc oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok, ça marche. On a une question qui arrive sur la dimension des ballons. Est-ce que vous la connaissez? En fait, il existe 2 types de ballons. On a un qui est spécial féminin et un spécial masculin. Comme on peut voir en fait sur le dessin. Alors après, selon les fournisseurs, on a des ballons qui n'ont pas les mêmes tailles. Autant on va avoir un ballon taille 0, taille 1, taille 2, 0 qui va être enfant, 1 qui va être femme et 2 qui va être homme. Donc ça dépend. Mais sinon, non, ce n'est pas les mêmes ballons qu'en indoor. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dur. Les tirs, ça part beaucoup plus vite et de beaucoup plus proche. Donc, c'est des ballons pas comme du sand ou du hand sur herbe, parce que c'est pas autant en mousse, mais c'est un caoutchouc qui est beaucoup plus souple. Il faut savoir aussi que les ballons sont beaucoup moins gonflés parce qu'on n'a pas le droit à la colle, évidemment, parce que colle plus sable, ça fait mauvais ménage. Donc, du coup, justement, c'est fait aussi pour avoir une meilleure prise de balle. Ok, ça marche, ça marche. La diapo suivante? Pour répondre à Marjorie, j'ai vu le spécialiste peut aller dans la cage. En fait, oui, parce que le spécialiste et le gardien, c'est la même personne. Donc, si le spécialiste qui de base est simplement joueur n'arrive pas à sortir, il peut prendre la place du gardien. Généralement, il se jette sur un bord de son terrain et là, il y a un gardien qui rentre par la zone de son côté. Alors, peut-il y avoir 4 joueurs de champ et pas de gardien? Quoi qu'il arrive, on aura toujours un spécialiste. Donc, que ce soit le gardien qui est sorti ou un joueur qui a un maillot de gardien. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun intérêt de jouer à 4 joueurs de champ. Déjà, d'une part, parce que le spécialiste peut tirer, donc peut faire un tir normal et ça comptera pour 2 points. Et on verra que tous les autres joueurs sont obligés de faire des 360
ou des kung-fu pour marquer. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt de jouer à 4 joueurs de champ et n'importe qui peut être gardien spécialiste. Oui, tant qu'il a son numéro et le même maillot que le gardien. Enfin, il y a un maillot, un maillot de gardien et un gardien spécialiste et un maillot joueur de champ, comme en indoor. Ça marche, super. Pour la précision, je vois qu'il y a une autre question qui a été posée par rapport au gardien et au spécialiste, mais Maxime a répondu. Hein. Ça marche. Ok. L'équipe, les changements de joueurs et l'équipement, du coup, peut-être faire un petit focus dessus. Ah oui, je ne sais plus à qui était la parole, mais Il y a beaucoup de questions, c'est pour ça. Peu importe, un des trois. oui. Alors, concernant l'équipement, donc on joue pieds nus et on peut porter des chaussettes si jamais il fait froid. Par exemple, si on organise du beach en Bretagne ou en Normandie, peut-être que porter des chaussettes, ça serait utile. Donc ça, c'est autorisé. Par contre, on ne peut pas porter, comme en indoor, d'objets dangereux, tout simplement pour protéger l'intégrité des joueurs. Puisqu'on est sur le sable, donc en principe, il fait chaud, on peut porter une casquette ou un chapeau, mais par contre, il faut porter la casquette à l'envers, toujours dans un souci de protéger les joueurs. Pareil, on peut porter des lunettes de soleil, mais en plastique, avec des élastiques de maintien. Et on peut avoir des supports thérapeutiques, comme des bandages pour les genoux, les coudes, les pieds, etc. Donc pareil, les bijoux, comme en indoor, c'est interdit, c'est la même chose. Voilà. Ok, ça marche. Il y a une question de Patrice qui nous demande si on peut porter des chaussettes juste pour éviter de se blesser. Patrice, avec une petite note d'humour. Oui, on peut porter des chaussettes pour éviter de se blesser, c'est autorisé. En général, on les porte juste quand il fait froid. Ça marche. Ça marche. Ok. Très bien, il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, a priori. Hein. On a répondu à la question tout à l'heure. Il y a un minimum de joueurs requis pour pouvoir jouer. Et 10 maximum. Ouais, Ça marche. ouais, au Au minimum moins 6 joueurs. 6 joueurs, voilà. Ouais. 6 joueurs jusqu'à 10 maximum. Pour Ça répondre à marche. la question aussi, les casquettes, y compris les arbitres. Non, les arbitres, nous, on a cette chance-là. Vu qu'on ne va pas être en contact avec les joueurs, du coup, on a le droit à avoir une casquette. Comme en indoor, finalement, on a une montre et eux, ils n'en ont pas. Ça va être un petit peu ça. Donc, nous, on a le droit à lunettes, casquettes, montre, tout ça. Les changements. Donc, les changements, c'est comment. Alors, est-ce que tu arrives à mettre la diapo au fur Ouais. et à mesure, Liam? Ça sera plus facile En grand écran, tu vas dire? Oui, tu vas voir, il y a les animations et du coup, c'est plus simple. Tac. Voilà. Donc, pour l'équipe A, au niveau de la rentrée, alors je te laisse avancer. Pour les joueurs, ils peuvent rentrer donc par l'aire de jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer seulement par l'aire de jeu et pas par les zones. Ensuite, je te laisse appuyer sur celle d'après. Pour les sorties, par contre, ça va être commun aussi avec le gardien spécialiste. Ils peuvent sortir n'importe où sur le terrain, mais ils peuvent rentrer que par l'aire de jeu. Par contre, à la diapo suivante, on va voir que les gardiens, qui sont aussi les spécialistes, c'est le même joueur en fait, ils peuvent rentrer uniquement par leur zone de but. Donc là, on imagine que l'équipe A, sa cage, c'est celle de droite. Ils peuvent rentrer uniquement par la zone et quand même, ils peuvent sortir comme les joueurs, n'importe où sur le terrain. C'est pour ça que le spécialiste va faire son attaque sur la cage de gauche. Il va se jeter de son côté de l'équipe. Et en fait, le gardien pourra rentrer directement par la zone. Après tir, le joueur ne peut pas sortir dans la zone de but. Si, il peut sortir n'importe où. Eline, c'était pour répondre. Donc en fait, on peut sortir n'importe où. Je tire, je peux sortir même par la zone. Le but, c'est vraiment que ça soit un changement rapide et qu'on ne prenne pas juste des buts parce qu'on n'a plus de gardien en cage. Voilà. Alors, qui surveille les mauvais changements? Généralement, c'est la table de marque, mais les arbitres aussi, ils y font attention. Aussi quand la table de marque n'est pas habituée à la pratique. Donc, c'est un peu d'arbitrage et aussi un petit peu de table de marque. Un travail en commun, quoi, ça marche. C'est ça. Est-ce qu'ils sont plutôt durs à voir ces changements ou en tant qu'arbitre, vous arrivez à avoir un visu global C'est dur à des voir changements? parce que ça change dans tous les sens. Et ça ne change pas d'un même côté, ça change à gauche et à droite. Voilà. Donc, ça change côté table et en face de la table.
Ok, Oui, ça ce marche. qu'on pourrait aussi préciser, c'est que pour faciliter justement la visibilité des changements, c'est important que les joueurs remplaçants soient tous agenouillés. Comme ça, au moins, on voit uniquement ceux qui sont debout et ça réduit déjà le nombre de joueurs à observer. Je sais pas s'il y a une photo qui va suivre après, mais en gros, voilà. On va avoir un genou au sol, un genou levé, enfin, un pied à plat. Ça va permettre, d'une part, pour la table, de voir tout ce qui va se passer tout au long du terrain, parce que vous vous doutez bien que si on est assis à une table, qu'on voit des gars de 2 mètres qui sont debout devant soi, on ne va pas voir grand-chose sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'il y a ça qui est en place qui permet vraiment d'avoir une vision claire du jeu, quoi. Et on se lève vraiment au moment où son collègue est sorti, ce qui permet vraiment de réussir à avoir quelque chose de clair, de simple et de vraiment, vraiment visuel pour tout le monde. Ok, ça marche. Cool. Question par rapport au mauvais changement. Il se passe quoi quand il y a un mauvais changement? Exactement comme en indoor. Exclusion. Exclusion. Voilà. Et on va Ça voir les marche. exclusions qu'il y en a beaucoup moins qu'en indoor. Ça va marcher un petit peu comme au foot. On va le voir après. Alors, par exemple, pour la surface de but. Un ballon immobile ou roulant sur le sable peut toujours être joué même dans la surface de but, mais dans ce cas, le joueur de champ ne peut pas entrer dans la surface de but. Alors là, c'est-à-dire qu'un ballon qui est mobile au sol, dans le sable, même s'il est dans la zone, en indoor, on ne peut pas l'attraper et jouer derrière. Là, au beach, on peut plonger, l'attraper, tirer, marquer, et le but est comptabilisé. Le ballon qui se trouve en l'air au-dessus de la surface de but peut être joué librement, excepté lors du renvoi. Ça, c'est normal, c'est pour favoriser les kung-fu, mais du coup, on ne peut pas contrer au-dessus de la zone un renvoi du gardien. Ensuite, la surface de jeu, il est permis de lancer, saisir, arrêter, pousser ou frapper le ballon à l'aide des mains ouvertes ou fermées, des bras, de la tête, du tronc, des cuisses et des genoux. Il est permis de se jeter vers un ballon immobile ou roulant sur le sable. Donc, en dessous du genou, c'est pas bon, tout le reste, c'est bon. Garder le ballon au maximum 3 secondes, même s'il est sur le sable. Alors ça, c'est une possibilité qu'on a au beach. Vu qu'on ne va pas dribbler, parce que sur le sable, c'est assez foireux, en fait, on peut laisser le ballon au sol sans avoir la main dessus. Donc juste libre de saisir pendant 3 secondes et le récupérer. Et ça, c'est quelque chose qui est autorisé. Au-delà des 3 secondes, en fait, on va avoir 3 secondes et donc il va y avoir un jet franc pour l'équipe adverse. 3 pas donc au maximum avec le ballon. Sur place ou en mouvement, on peut faire rebondir une fois le ballon sur le sable et le rattraper avec une ou les deux mains. Faire rebondir le ballon sur le sable plusieurs fois de suite avec une main. Donc c'est un dribble, ou le faire rouler sur le sable avec une main de façon répétitive et le reprendre ou le saisir avec une ou les deux mains. Donc ça, après, c'est un petit peu à vos risques et périls quand même de le faire rebondir sur le sable. Complètement, complètement. Le jeu passif. Concernant le jeu passif, donc on va revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il n'est pas permis de conserver le ballon en possession de sa propre équipe sans qu'une tentative d'attaque ou de tir ne soit reconnaissable. Donc, ça va être exactement comme en indoor. C'est si on estime en gros que une équipe joue vraiment le temps et qu'elle joue un peu à la passe à 10, là, on va faire donc le geste du jeu passif. Donc, ceci est considéré comme jeu passif qui est sanctionné par un jet franc contre l'équipe en possession du ballon. Donc, lorsqu'une éventuelle tendance au jeu passif est reconnue, l'arbitre doit le signaler par un geste d'avertissement. Ce geste donne la possibilité à l'équipe en possession du ballon de changer sa stratégie afin d'éviter la perte du ballon. Si le mode d'attaque ne change pas après le geste d'avertissement ou qu'aucun tir n'intervient, l'arbitre décidera d'un jet franc contre l'équipe en possession du ballon. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas jusqu'à 6 passes comme en indoor. C'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Et pour le coup, le beach, ça se vaut quand même d'être un sport qui reste assez spectaculaire. Donc, c'est vrai qu'en général, si on va à 3 passes, c'est le bout du monde, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment que ça soit rapide et qu'on note vraiment un gros changement pour vraiment ne pas siffler jeu passif. Alors après, une première question. Comme au hand à 7 au hand indoor, à partir du moment où il y a arrêt gardien, poteau ou une sanction, le geste est amené à être baissé? Bien évidemment. Bien évidemment, c'est exactement. Après, c'est vraiment les mêmes bases que l'indoor. C'est juste qu'on va avoir une sensibilité
qui est un peu plus grande dans le sens où on joue beaucoup moins longtemps, on est tout le temps en supériorité numérique en attaque et c'est ce qui va faire la différence, quoi. Ok, ça marche. Il y a une question qui vient, il est demandé s'il est possible de pousser plusieurs fois le ballon en le faisant rouler au sol. Max? Alors? Oui, Ah, c'était je croyais que t'allais répondre. Ah non, c'est Oui, la diapo TT, donc vas-y. ouais, c'est possible, mais alors de manière répétitive, c'est-à-dire que je peux pas l'envoyer loin et après le récupérer et encore avancer. Donc c'est de manière répétitive. C'est-à-dire pour rester dans un petit périmètre et en fait de manière à ce qu'on ne puisse pas traverser le terrain non plus. Ok, ça marche. On en vient maintenant peut-être à une question que tout le monde attend, c'est un petit peu comment on gère les irrégularités et les comportements antisportifs au beach. Oui, alors concernant les irrégularités, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est qu'au beach, il n'y a pas de contact. C'est interdit. Donc, il ne peut pas y avoir de contact. Pourquoi? Parce que comme Mathieu l'a dit, c'est un sport qui est spectaculaire avec des 360, des kung-fu, dont on verra les vidéos tout à l'heure. Et donc, il faut protéger les joueurs qui sont en l'air et qui n'ont pas forcément la maîtrise de leur corps. Donc, pour cela, il n'y a pas de contact, c'est interdit. Et tout contact sera sanctionné d'une exclusion. Il n'y a pas de carton jaune. Donc, c'est directement une exclusion. Et au bout de 2 exclusions, c'est un carton rouge, c'est une disqualification. Donc, tout de suite, ça dissuade. Donc, comme il expliquait sur la diapo, il interdit d'arracher le ballon, de frapper le ballon, de barrer le chemin, de retenir le joueur adverse, de le ceinturer, de le pousser, de se jeter contre lui, etc. Donc, parfois, on sanctionnera par un jet franc ou un jet de 6 mètres si jamais il y avait OMB. Comme en indoor, c'est la même chose. Par contre, il faudra certainement aller plus loin. Il faudra toujours aller plus loin s'il y a un contact, par une exclusion. Ok, on est dans le cas du coup d'un contact défensif, et pour un contact offensif, on est toujours sur un passage en force du coup? Oui, bien sûr, il faut apprécier qui gagne l'espace en premier. Si c'est l'attaquant qui gagne l'espace en premier et qu'il y a une percussion, dans ce cas-là, il y a un contact irrégulier et donc une exclusion, pas de carton jaune. Et si c'est le défenseur qui gagne l'espace en premier, eh bien, il y aura passage en force. Et donc, j'ai franc contre l'équipe attaquante. Après, faut nuancer aussi le fait que c'est pas parce qu'il y a un contact qu'il va y avoir une exclusion. Faut vraiment que le contact, il y ait vraiment un danger pour l'intégrité physique, du joueur, quoi. Après, ça reste de la prise d'intervalle, donc forcément, il peut y avoir des contacts. Dans le jeu, il va y avoir des contacts, c'est pas pour autant qu'il faut tout sanctionner. Tiens, il y a une question qui arrive de notre bobo. Comment fonctionnent les blocs du pivot, Attends, comme on ouais, peut retrouver au 7 par exemple? on va juste revenir, Bobo, on va la garder après. Juste revenir sur la question de Maxime Nave juste avant. Sur ce Ouais. Pouvez-vous revenir sur droit de jouer la balle au-dessus de la zone avec particularité sur renvoi? Donc, en gros, un ballon qui roule dans la zone ou qui est posé sur le sable, à l'inverse de l'indoor, là, on va pouvoir le jouer. On peut rentrer en contact avec le ballon, le sol, ce qui fait qu'on pourra récupérer la balle et on pourra continuer à jouer, pardon. C'est pareil, un ballon, donc quand on veut faire une kung-fu, ça va être exactement la même chose qu'en indoor. On va l'envoyer forcément au-dessus de la zone. Et à ce moment-là, si on saute, forcément avant la zone, comme en indoor, qu'on l'attrape, qu'on tire, qu'on marque et qu'on atterrit après, le but sera validé. Par contre, en l'occurrence, si le gardien a la balle et qu'on va contrer le ballon, donc au moment où il veut faire son renvoi, qu'on contre le ballon au-dessus de la zone, là, on n'a pas le droit. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Sachant que pour attraper le ballon dans la zone, il faut avoir juste une main sur le ballon et pas une main dans la zone et attraper le ballon derrière. Ok. A priori, ça répond à la question. Parfait. Alors maintenant, la question de Boris. Les blocs pivots irréguliers, le défenseur va vers l'attaquant sans ballon. Alors en fait, vu qu'il n'y a pas de contact, déjà la question elle est pratiquement répondue. C'est-à-dire que le défenseur, il va devoir juste se positionner. Donc ça favorise les positionnements pivot et défenseur. Et pour pouvoir contrer, il va falloir qu'il attrape le ballon ou avant le pivot, sinon il peut plonger au-dessus de la zone pour venir contrer le pivot au moment de son tir. Après, c'est toujours pareil, les blocs, il y en a. C'est le but aussi, parce soit en fait, il va y avoir deux stratégies en attaque, soit on va jouer à 4 autours, soit on va jouer un pivot et 3 joueurs.
Et auquel cas, là, va y avoir les blocs exactement comme en indoor qui vont permettre des prises d'intervalle pour les joueurs et leur permettre soit d'envoyer des kung-fu proprement, soit d'envoyer des 360 en n'ayant pas de défenseurs qui viennent l'embêter, du moins au moment où il prend son appui et ses appels au sol. Ouais, ça dépend des joueurs et de la défense que tu as en face. Ça marche. Ça répond à ta question, Boris? Cool. Parfait. Parfait. La diapo suivante, du coup, pour sanctionner, il faut forcément intervenir. Avec quel geste, du coup? Alors, donc là, le geste que fait donc l'arbitre sur la photo, c'est le geste de l'exclusion. Donc, il ne va pas y avoir le geste du 2 minutes comme en indoor. Au beach handball, ça va être ça. Donc, on fait un geste d'arrêt du temps. On fait le geste de la sanction, donc qui est sur la photo, et on indique à quel joueur on le met. Donc, le fait de le mettre, donc de montrer, pardon, ça va être pour le joueur, pour l'équipe adverse, pour son coach, et pour forcément le secrétaire et le chronométreur, hein, parce qu'il faut bien évidemment qu'ils notent les exclusions comme en indoor. Donc, les joueurs exclus peuvent être remplacés ou revenir sur la surface de jeu dès qu'il y a un changement de position de balle entre les deux équipes. Donc, c'est-à-dire une équipe qui attaque, la défense prend une exclusion, donc l'attaque garde le ballon, elle tire au but, elle marque, donc la défense récupère et peut rejouer avec un nombre de joueurs complet sur le terrain. En l'occurrence, si l'attaque a le ballon, la défense prend une exclusion, l'attaque tire, le gardien l'arrête, ça va en touche, on reste toujours à 1-2-. Ce n'est pas considéré comme un changement de position de balle. Il faut vraiment que ça soit clair comme changement de possession, et c'est un changement de possession, c'est-à-dire qu'on maîtrise le ballon. Ok, ça marche. Par rapport à tout ce suivi-là des sanctions et du coup des exclusions, il y a Jérôme qui demande a-t-on un carton de marque ou c'est la table qui gère tout? Voilà, c'est le plus simple, j'ai envie de dire que ça soit la table qui gère tout ça. Après, on peut avoir forcément un carton de marque, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on sanctionne un joueur, on arrête le temps. Donc, ça ne pose pas de problème. On peut l'avoir. Ok, ça marche. Et j'ai pas juste lu la dernière phrase, mais comme je sais plus si c'est Pauline ou Max qui l'a dit tout à l'heure. Donc, on a le droit on a entre guillemets droit qu'à une exclusion. À la deuxième, on prend carton rouge. Ça marche. Et vous, personnellement, vous utilisez le carton ou pas? Non, on laisse la Pauline vient de répondre sans carton. Ok, sans carton, ça marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'autant on a baissé les yeux et en fait, le gardien, il a déjà tiré dans la cage parce qu'en fait, l'engagement, c'est pas un engagement au centre, c'est un engagement du gardien. Donc, autant pendant qu'on met la tête sur le carton pour noter, le gardien, il tire, il marque et là, commencer pour savoir s'il est sorti de sa zone au moment de tirer ou pas, s'il faut effectuer le renvoi. Donc, du coup, vu que ça va très vite, du coup, en principe, on n'a pas de carton de marque. Ok. J'ai mis cette diapo-là en complément de la diapo précédente parce que je pense que les deux sont en lien. Ouais. Il y a des questions qui arrivent. Est-ce que c'est la même gestuelle pour la disqualification et l'exclusion? Alors, l'exclusion, ça va être le geste qu'on a vu. La disqualification, ça va être le carton rouge comme en indoor. Et le carton rouge, c'est pas une fois par mi-temps. C'est une fois que le joueur il a pris son exclusion, et s'il en prend une deuxième, que ce soit en première ou en deuxième, il va prendre son carton rouge. Et il ne reviendra pas à la Et il ne même. revient pas du tout. C'est vraiment comme en indoor. Si on prend un rouge en première mi-temps, on profite de la mi-temps pour se doucher, pour aller en tribune. Pas mal. Non, mais tout simplement, non, c'est vraiment la simplicité de la chose au beach, c'est que ça va vraiment reprendre les fondamentaux du handball, et les règles de base du handball vont vraiment être transférées là, ce qui permet que tout le monde puisse vraiment pratiquer ça de manière assez simple. Et puis là, c'est ce Super. qu'on voit aussi sur la diapo, hein. Aucun contact n'est toléré parce qu'il convient d'apprécier, différencier. Bon, ça on va le voir après, mais c'est que ça a de graves conséquences. Par exemple, une personne qui commence à faire un 360, elle se retourne. Bon, déjà, pour se repérer dans l'espace, c'est compliqué. Mais si derrière, on vient lui arracher le bras, en fait, elle peut pas prévenir de ce danger-là. Et du coup, derrière, ça a des conséquences plus graves que habituellement parce qu'elle peut pas prévoir ce qui va lui arriver. Donc, généralement, un contact, comme on peut voir là en photo, derrière, on a l'épaule qui part. Et pour répondre à la question de Ménard, alors, si, on a des cartons rouges, quoi qu'il arrive, hein. C'est juste les cartons de marque
mais les cartons de marque qui ne sont pas forcément utiles, sachant qu'on peut pas se permettre de noter tous les buts à chaque fois parce que ça va beaucoup trop vite. Donc on a quand même le carton rouge sur nous. Et si rouge, on joue un de moins sur une possession. Ben, si rouge, c'est exactement la même chose que l'exclusion. Admettons, donc, ben, le défenseur il prend rouge et jusqu'au prochain changement de balle, ben, l'équipe elle sera à un de moins. C'est ça. Bah, alors, au niveau des gestes faute de bloc, pareil. C'est exactement pareil. C'est comme en indoor. Est-ce qu'on a déjà eu des contestations sur le score ou sanctions retenues par la table? Ça, Bah, ça en peut fait, arriver. ça, il faut le C'est très très contrôler. Ça rare. peut arriver, mais il faut le contrôler. Il faut le contrôler au fur et à mesure pour ne pas avoir de problème. Et si une fois c'est passé, c'est validé, que l'équipe d'en face, elle s'en rend compte que plus tard, ben, tant pis pour elle, il fallait être réactive. Ensuite, comment faites-vous si vous n'avez pas de carton de match? Ben voilà, tout simplement, c'est le score qui est à la table. Donc, s'il n'y a pas de contestation directe. Mais normalement, nous, en fait, on fait en sorte, vu qu'on n'a pas de carton, de regarder à la table si le score est bien pris en compte. Et C'est bah, là où on va voir que dans le but, s'il vaut 1 ou 2 points, ben, en fait, c'est nous qui allons indiquer à la table si c'est 1 ou 2 points jusqu'à ce qu'il le marque à la table. et c'est surtout que ça va être clair pour la table, dans le sens où il va y avoir vraiment deux coups de sifflet, deux gestuelles totalement différentes, que ce soit un but qui vaut un point ou un but qui rapporte 2 points. Et je pense que Pauline a dû mettre les vidéos dedans. Vous allez voir, c'est vraiment très très clair et très facilement identifiable. Ça ne peut pas porter à confusion, que ce soit pour une des deux équipes ou pour la table. Voilà. On va voir, but de gardien spécialiste, but contre double, c'est ça, on va voir. Et si le contact intervient après le tir du joueur, est-ce que c'est sanctionnable? Ben, si vous faites une dipanda, c'est-à-dire que le gars il tire et que vous à 9 mètres, une bune dans la tête, il prend rouge, ben là en indoor, ça va être pareil. S'il y a contact après, disproportionné, il y a exclusion ou disqualification. Ça marche. Et Rémi, du coup, oui, voilà, les mains au visage se sanctionnent comme en indoor. C'est ça. Beaucoup de liens avec la pratique indoor, encore une fois, on peut le voir. Je propose du coup de continuer. Il y a des questions par rapport à ce que Pauline a pu répondre déjà. Qu'est-ce qui compte double du coup? Alors, le principe, c'est un point, comme en indoor, et les exceptions, donc ça vaudra 2 points s'il y a un kung-fu, à condition qu'il soit bien réalisé. S'il y a un 360, donc même chose, s'il est bien réalisé, on verra ensuite la technique pour réaliser un bon 360. Si c'est un but du gardien ou si c'est un but du spécialiste. Et enfin, si c'est un penalty, donc un jet de 6 mètres. Donc, dans tous ces cas, il y en a 5, ça vaudra 2 points. Et l'arbitre devra indiquer clairement que le but vaut 2 en faisant un premier coup de sifflet traditionnel et ensuite un deuxième accompagné d'une moulinette et en montrant bien à la fin le geste 2. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Je pense qu'on va aller dans le détail maintenant un petit peu plus, avec d'abord le shootout. Alors, le shootout, donc ça intervient, donc c'est on va dire la séance de pénal, ce qu'on pourrait qualifier comme la séance de penalty en indoor. Donc en gros, ça va se passer donc comment ça s'appelle, sur le petit schéma qu'il a mis Liam. Donc on va avoir un triangle qui va symboliser un attaquant, donc qui va être le joueur qui va partir avec un pied sur la zone, le gardien qui va partir avec un pied sur sa ligne de but, donc au milieu. Au coup de sifflet de l'arbitre, donc le joueur de champ va faire la passe à son gardien. Et le gardien là va avoir deux possibilités qui vont s'offrir à lui. Soit il va faire une passe à son joueur de champ qui est parti et qui a couru. Soit il va pouvoir, donc si le gardien adverse a anticipé la contre-attaque, la course du joueur, le gardien va pouvoir tirer immédiatement. Ces shootouts, comme en indoor, ça va être 5 chacun, 5 pour chaque équipe. Le système de points va être totalement identique. Donc, si c'est un coup de fou, donc gardien-joueur immédiatement qui a but, donc ça va être un but à 2 points. Si le joueur récupère le ballon, qui fait ses 3 pas, qu'il envoie son 360, ça va être 2 points. Et si le gardien marque directement, ça va être directement 2 points aussi. Le gardien peut monter sur le tireur. Donc, à une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de contact. Et comme en indoor, si le joueur, au moment où il se retourne, il va rentrer dans le gardien et il ne peut pas l'éviter, le gardien va être sanctionné. Et alors là, à ce moment-là, on aura un jet de 6 mètres, donc un penalty, et un gardien qui prendra un carton rouge. Il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Si vous voulez répondre en même temps, les J'ai gars. pas pu tout lire. Donc.
Ouais, j'ai répondu à maximum. Donc, oui, c'est comme une contre-attaque, Jérôme, comme il disait. C'est une séance de tir au but qui est plutôt enfin, une séance de tir au but classique. Elle se présente sous la forme d'une contre-attaque avec le gardien adverse qui, du coup, peut monter en tiroir ou venir intercepter ou derrière venir simplement faire son rôle de gardien. Donc, oui, le gardien il peut monter sur le tiroir, comme il disait Benoît. Et Boris, c'est possible de faire un passage en force. Si le gardien vient et se tape sur ses appuis, que l'attaquant récupère la balle, se retourne et bute sur le gardien qui est bien stable sur ses appuis. Ce que je vous propose peut-être pour illustrer un petit peu mieux les propos et d'abord que vous puissiez mieux situer ce que c'est le shoot-out, de passer une petite vidéo, si vous êtes OK, Mathieu, Maxime et Ouais. Pauline. Alors, je Une- réponds à Boris, oui, ça fait 2 points. Vas-y. Et Patrice, sur la diapo précédente, le joueur dans position acrobatique marque 1 point ou 2 points. Et bien, en fait, acrobatique, ça dépend, parce que là, je n'ai plus la photo. Mais s'il est en suspension, oui, il marquera 2 points. Et s'il est sur son 360 complet, il y a aussi 2 points. Ça marche. Pour la gestuelle exacte, du coup, je vais vous mettre dans la barre du chat, dans l'onglet messagerie, un petit lien vidéo sur lequel vous pourrez cliquer. Et on va vous laisser un petit moment, quelques secondes, une minute, pour pouvoir visionner la vidéo que je vous envoie via le lien dans le chat. Une vidéo qui a été sélectionnée par Pauline, on la remercie, pour illustrer le shoot-out. On se laisse quelques secondes pour la regarder. Alors, c'est quel clip, Pauline? Précise-le, parce qu'il y en a plusieurs. Tu m'entends? Il y a tout le monde qui est muet. Max et Liam, vous êtes muets aussi. J'arrive pas à lire. On a une première vidéo sur le clip numéro 1. Donc, normalement, il y a différentes vidéos sur ce shootout-là, assez courtes. Donc, ne les regardez pas toutes, regardez-en quelques-unes qu'on puisse revenir à vos questions. C'était pour vous aider à illustrer un petit peu ce mouvement. Déjà, il y a une question qui est très intéressante là, de Benoît. Donc, pour que le kung-fu soit accordé, il faut vraiment que le ballon soit vraiment attrapé, maîtrisé par le joueur dans les airs et qu'ensuite il fasse action de tir. Ce n'est pas un ballon où on va mettre une patate dedans et il va rentrer dans la cage. Là ça ne compte pas comme kung-fu. Il faut vraiment quelque chose de propre et de maîtrisé, ou que ce soit le passeur ou le réceptionneur maîtrise bien son geste de A à Z, quoi. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Je pense que tout le monde a pu voir un petit peu ce que c'était le shootout. Il n'y a pas spécialement de questions en plus. Ce que je vous propose du coup, c'est d'expliquer un petit peu aussi à quel moment les shootouts ils interviennent finalement dans le match. Alors, comme on a vu tout à l'heure, en fait, le match il va se découper en deux mi-temps, donc deux mi-temps de 10 minutes. Donc, à l'issue de laquelle, si, admettons, l'équipe de Liam remporte la première manche, elle va marquer un point, donc il y aura 1-0. Si son équipe remporte la deuxième manche, il y aura 2-0, donc le match est terminé et il se finira sur ça. Si par contre l'équipe de Liam gagne la première manche, la première mi-temps, que je gagne la deuxième mi-temps, dans ce cas-là, on est à un partout et c'est là qu'intervient la séance de shootout, donc la séance de tir au but, et qui permettra de décider qui marquera le deuxième point victorieux pour remporter la rencontre. Marche comme les manches au volet un petit peu. Et par exemple, si au bout d'une manche, à la fin des 10 minutes réglementaires, on a un score de 15 partout, là, l'arbitre, il refait un entre-deux, un jet d'arbitre. Et là, on vient au golden goal, donc c'est le premier qui marque un point. Donc c'est le but en noir. Voilà, que ce soit un point ou 2 points, le but, c'est le premier qui marquera un point de plus que l'autre. Ça marche. Cool. Les questions vont arriver, je pense, au fur et à mesure. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'enchaîner sur un deuxième geste technique, le 360, avec une particularité sur les appuis, notamment au tout début. Alors, le 360, ça va être… pour moi, je trouve que c'est la chose la plus compliquée à gérer, dans le sens où le schéma, là, il est très, très bien fait. Donc, un 360, donc on va prendre les premiers pieds là, qui sont à gauche du côté de la souris de Liam. Donc, si le joueur part dans la position donc, qui est incorrecte là, donc il va partir
il va être face à la zone de but, face au poteau de corner. Donc voilà. Ce qui fait qu'il va tourner. Il va tourner donc dans le sens que vient de faire Liam. Et au moment où il va être face à la cage, il n'aura pas fait 360 degrés parce qu'il a commencé droit au poteau de corner. Donc, on estime que le 360, le 360 n'est pas valable. En revanche, quand on compare au pied qu'il y a juste à côté, on voit que les pieds sont bien orientés directement droit face à la cage. Si on tourne, quand on atterrit face à la cage, on aura bien fait 360 degrés. Si les pieds, en gros, ils sont perpendiculaires à la zone, le 360 n'est pas bon. Perpendiculaire ou orienté dans l'autre sens. Ok. De la même manière, il y a une première question qui arrive avec toujours Benoît qui demande s'il est obligatoire de faire appel à 2 pieds pour le 360. Alors, il n'est pas obligatoire de le faire à 2 pieds, mais c'est quand même bien plus simple pour les différents joueurs. Après, nous, on n'a pas l'expérience nécessaire pour vous dire si c'est plus simple ou pas plus simple, mais c'est vrai qu'il y a 9 joueurs sur 10 qui vont le faire avec un appel de pied. Cependant, il faut faire attention à vraiment poser les 2 pieds en même temps, sinon, comme en indoor, ça va être comptabilisé comme un pas et on peut très vite aller sur du marché. Donc le mieux Ok. pour que le 360 il soit complet, c'est de partir toujours orienté vers la cage. Pourquoi? Parce que du coup, quand je suis orienté vers la cage, au moment où je vais entamer mon 360, quand je vais tirer, ça va être dès le moment où je vais voir la cage. Donc du coup, ça me permet d'être 9 fois sur 10 en 360 complet. Et du coup, ça compte 2 points. Ok, très bien. Il y a une autre question qui est arrivée pour revenir sur le Golden Goal et un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez répondre maintenant ou d'abord Ouais, on monte la vidéo? on va le faire. répond. En gros, le Golden Goal, donc on est sur une mi-temps de 10 minutes. Et admettons, le chronométreur ou le secrétaire nous indique que c'est la fin des 10 minutes et on est sur un score d'égalité. À ce moment-là, on garde donc les 2 équipes sur le terrain. On repart avec un entre-deux, ce qui va permettre donc de ne pas donner la balle à l'un ou à l'autre, forcément. Et c'est la première équipe donc, qui va marquer au minimum un point. Donc ça peut être un tir normal de n'importe quel joueur, ou s'ils ont envie de s'envoyer dans un coup de fou et de prendre le risque de rater. C'est la première équipe qui va marquer un but, qui va remporter la rencontre. Donc ça intervient à la fin des mi-temps, des manches, s'il y a égalité. Et donc, sorte de mort subite sur le shoot. Dans quelles conditions? Donc ça, il y a 2 politiques c'est soit ce que je trouve pas forcément malin, soit on laisse le spécialiste et pas de gardien pour au début de l'entre-deux, soit on met un gardien au cas où on n'a pas la balle, et qu'on soit en défense, ça évite d'être très vite dépassé par les événements et de prendre un but du milieu de terrain, ce qui pourrait vraiment être bête parce que ça a des conséquences énormes. Complètement, complètement. Ça marche. Il y a un petit ajout par rapport à ce qui était dit par rapport au 360 de Boris, qui dit qu'effectivement, l'intérêt d'être à 2 pieds, c'est vraiment la stabilité par rapport au sable, et ensuite avec un transfert de vitesse. Ok. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'être dans la même démarche que tout à l'heure avec le shootout. Je vous transfère un petit lien vidéo sur lequel vous pourrez cliquer pour pouvoir visualiser un petit peu vraiment à quoi correspond un 360 valide. Ok. Je vous mets un petit lien YouTube, vous pouvez cliquer dessus pareil, et on se retrouve juste après. Ok, je pense que c'est tout bon pour cette vidéo. A priori, il n'y a pas de questions sur le 360, ça a été plutôt clair hein, finalement. Si on comprend bien, je pense, le positionnement des pieds, il n'y a pas de raison de se tromper là-dessus. Après, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir tendance à râler, des joueurs ou des coachs, dans le sens où nous, on a eu énormément de réflexions sur le positionnement des pieds, comme quoi, à très très haut niveau, les arbitres fermaient un peu les yeux. Nous, on conseille de vraiment faire les choses vraiment carrées pour ne pas donner de mauvaises habitudes à n'importe qui. Donc, vraiment ne pas avoir une tolérance là-dessus, pour que ça reste vraiment l'intérêt du jeu
et que ça reste un peu difficile de marquer 2 points. Sinon, ça arrive de suite très facilement. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et bah, du coup, on a parlé un petit peu de toutes les gestuelles et toutes les spécificités du beach qui amenaient 2 points. La gestuelle, du coup, du but et des 2 points, comment elle se fait? Donc, concernant Alors, la gestuelle, tu veux le faire? bon, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, tu avais commencé tout à l'heure. Je crois que tu l'avais dit. Ouais, Oui, oui. Concernant la gestuelle de l'arbitre, donc c'est la même qu'en indoor, à quelques exceptions près. Par exemple, pour la validité du but à 2 points, donc on commence par un coup de sifflet traditionnel, comme on fait en indoor, qui est suivi d'une moulinette avec le bras et d'un deuxième coup de sifflet un peu plus long et en montrant bien 2 buts, enfin 2 points. Comme ça, la table peut bien le voir. Et donc, elle le voit déjà grâce à la gestuelle, la moulinette, mais aussi grâce au coup de sifflet qu'elle entend, qui est différent. Alors qu'un but classique, qui vaudra qu'un point, on fera la même chose qu'en indoor. Donc, 2 coups de sifflet rapides. Ensuite, l'autre différence par rapport au indoor, ça va être pour l'exclusion, comme on l'a vu tout à l'heure et que Maxime avait expliqué. On montre le bras comme ça, puis le joueur. Alors qu'en indoor, vous savez, c'est les 2 minutes traditionnelles. Donc, ça va être les deux spécificités au beach. Ok, très bien, ça marche. A priori, pas de questions, c'est plutôt clair sur la gestuelle, hein. Donc ça va bien. Encore d'autres gestes. je pense qu'il faut, Oui, mettre, donc les mêmes. faut mettre la diapo là, je pense. Tac. Donc, L'avantage. ouais, Voilà, c'est comme en indoor. sensiblement similaire à l'indoor. Hein, aussi. On intervient s'il y a quelque chose qui se modifie, je pense. Alors, Benoît, il demande sur Geffran, adversaire à 3 mètres au moins, ou moins. Alors, en fait, c'est 1 mètre. Vu que le terrain est plus petit, c'est au moins 1 mètre, que ça soit sur remise en jeu, donc touche, ou Geffran. Du coup, ça va être 1 mètre. Très bonne question. Ok, ça marche. Le double dribble. Ouais, donc reprise de dribble, ça va être exactement la même chose que l'indoor. Alors voilà, ce que dit Ludo, en indoor, c'est le geste de l'avantage et à proscrire. En indoor, oui, à certains niveaux, après ça dépend. Mais nous, on l'utilise très peu, l'avantage comme ça, hein, au beach. Il existe, mais on l'utilise peu, comme en indoor. Cool. Le marché, les 3 secondes, du coup, même geste. Classique. Ok. Ceinturer, retenir ou pousser, exactement la même gestuelle qu'en indoor. Frapper, tiens, qui diffère un peu. Ouais, ça, c'est des gestes qui existent, qui existent, mais Et très c'est peu vrai utilisé. personnellement, moi, je m'en suis jamais servi. Après, non, mais c'est vrai, c'est des gestes. Les joueurs, les joueurs le savent. S'ils le savent pas, on fait de la verbale, on verbalise un petit peu les choses, toujours en essayant d'être assez théâtral dans ce qu'on fait. Donc, comme en indoor, pour vraiment se faire comprendre de tout le monde. Au-delà de faire les gestes au début, forcément, dans le développement de la pratique, je pense que vous avez utilisé avant la parole, comme tu dis, Mathieu, Bah, pour expliquer. c'est super important pour des gens qui débutent, que ce soit des joueurs, que ce soit des arbitres, que ce soit n'importe qui. C'est super important d'expliquer pourquoi on va siffler à tel ou tel moment. Si la gestuelle ne suffit pas, à la limite, pour le coup, si on est sur des tournois, sur des tournois assez sympathiques comme ça organisés en aura ou autre, peut-être prendre un peu plus de temps pour expliquer à tout le monde, notamment au début, ce qui est autorisé ou pas autorisé pour vraiment partir sur des bases solides et permettre le bon jeu tout au long du beach tour, du beach and tour. Ok, très bien, ça marche. On enchaîne, il y a peut-être d'autres gestes. Faute d'attaquant, donc on passe à l'enforce. Bien. La remise en jeu avec la direction, idem qu'en indoor. Le renvoi, la même gestuelle. Geffran, encore une même gestuelle. Le non-respect de la distance des 1 mètre et non pas des 3 mètres. Validation pour 1 point. Validation pour 2 points avec la moulinette. Ça permet de bien se faire comprendre à la table, en fait. Parce que sinon, ils ne savent pas si on accorde 1 point ou 2 points. Parce que des fois, ils peuvent voir un 360, ils se disent oh, bah là, c'est nickel, on va mettre 2 points.
alors qu'en fait, c'est un 300 ou un 310 et il n'est pas complet. Donc, du coup, ils se basent vraiment sur ce que l'arbitre dit. Oui, ils sont vraiment neutres, ils ne sont pas là pour juger, mais du coup, juste pour venir en aide à l'arbitrage. Et au-delà même de la gestuelle, c'est deux coups de sifflet qui vont être vraiment assez différents en termes en termes du souffle qu'on va mettre dedans. Le but à un point, ça va vraiment être deux coups de sifflet classiques qu'on va retrouver vraiment en indoor. Alors que le but à 2 points, on va avoir pour ma part, je mets un premier coup de sifflet qui est un peu plus long et un deuxième coup de sifflet normal, on va dire, ce qui permet d'appuyer au-delà de la gestuelle, d'avoir le son qui va avec, toujours pareil, au cas où on ne voit pas bien, au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on a une information visuelle, une information auditive, comme ça, c'est clair de tout le monde. Ok, effectivement. Donc, les gestes de l'exclusion qu'a montré Pauline tout à l'heure, avec le bras, effectivement. La disqualification, qui revient à l'indoor. Le temps mort, arrêt du temps. L'autorisation pour faire rentrer des officiels sur l'aire de jeu. Ok, donc les mêmes gestes. L'avertissement au jeu passif. Et voilà. Pour la gestuelle des arbitres, je pense que finalement, on voit que c'est plutôt similaire, voire très similaire au hand indoor, qu'il n'y a que le geste de la sanction, de l'exclusion qui diffère, avec un petit peu la moulinette aussi pour le but à 2 points. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est surtout ces deux-là. C'est bien résumé. Il y a plein de questions, il y a pas mal de questions qui arrivent, là j'ai vu dans le chat, avec Pierre qui demande remise en jeu ou renvoi quand le ballon sort sur le côté des surfaces de but. Ça se passe comment? Alors, sur le côté des surfaces de but, on va être sur une touche si c'est le gardien qui la sort. Donc, ça va être une touche qui va se situer à 1 mètre de la zone. Donc, côté surface de jeu, hein, pas côté zone, bien évidemment. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va être une touche, en fait, hein, ça va être une touche pour l'une ou l'autre des équipes à 1 mètre de la zone. 1 mètre après la zone. Ok, très bien. Sanction de jeu passif ou direct jet franc. En fait, oui, on lève le bras. Et après, comme ça, ils savent qu'on est en jeu passif. Et de là, après, on va siffler G-Franc. On ne siffle pas G-Franc directement. Comme en indoor. Là aussi. Comme en indoor, ouais, geste, avertissement préalable. Si on vient sanctionner, on indique le sens et après on explique pourquoi. Toujours dans l'optique de favoriser un jeu rapide et spectaculaire. Et on a des démos pour le coup de sifflet à 2 points. Les vidéos, je pense que vous pouvez trouver très facilement, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième lien que Liam vous a envoyé pour voir ça. Sinon, tu nous fais une petite démo? Non, fais-toi plaisir, tu en as bien parlé de la moulinette. Je vais réveiller les voisins si je mets un coup de sifflet maintenant. Ça marche. Écoutez, les questions, vous pouvez continuer à les poser toujours dans l'espace du chat. Boris, tiens, qui nous en pose une. Est-ce que vous êtes dans des conditions optimales pour arbitrer avec les officiels de table de beach, où on imagine que si on n'a pas d'officiel de table en beach, comment est-ce qu'on se positionnerait en tant qu'arbitre? Dans la situation, on n'aurait pas d'officiel de table, finalement. Alors, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas d'officiel de table, c'est un peu comme un indoor, ce n'est pas forcément pratique de jouer. Après, quoi qu'il arrive, mettre quelqu'un à la table, ça permettra dans un premier temps de prendre le temps et de suivre en fonction des coups de sifflet que l'on fait. C'est vraiment quelque chose qui diffère très facilement et c'est à la capacité de tout le monde de voir si c'est 1 ou 2 points et ça permettra de compter le score comme il faut. Et ensuite, comment positionnez-vous les arbitres sur le terrain? Les arbitres sur le terrain, c'est un en arbitre de zone, un en diagonale en arbitre de champ, sachant qu'à partir du moment où le joueur va aller se présenter pour aller prendre son 360, il faut vraiment que l'arbitre de champ, si c'est aligné à lui, aide vraiment son pote à voir si le 360 est bien orienté ou non, parce que en état arbitre de zone, à l'opposé, on va difficilement voir si le 360 est orienté comme il faut ou non, et c'est là qu'il faut vraiment être présent et vraiment être vigilant. En termes de déplacement, forcément, c'est un terrain plus petit, des appuis qui sont pas
c'est pas sur du dur, c'est vraiment on s'enfonce, donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est du coup un peu plus cardio. Et même le test physique qu'on a nous, il est un peu plus sportif. Ouais. Mais y a-t-il Le terrain est plus petit. Oui, il faut être beaucoup plus réactif pour pas gêner les joueurs. Donc, c'est le déplacement parce qu'il faut en plus suivre un maximum les joueurs pour être derrière au moment où ils vont entamer leur 360. Donc, oui, il faut être beaucoup plus réactif. C'est beaucoup plus de fractionnés. Et même le test physique, c'est vraiment sur petite et moyenne distance, des allers-retours. Donc, c'est beaucoup plus intense, comme disait Mathieu. Mettez-vous les oreillettes aussi sur les matchs? Non, pas à ce niveau-là, ou du moins pas encore. Euh, y peut-être qu'on a-t-il de la vidéo sur le match? Ça existe forcément, hein. Il y a les stages équipe de France, forcément, ils vont faire de la vidéo. Les matchs de championnat d'Europe, du monde, va y avoir de la vidéo. Et c'est vraiment énormément étudié par les coachs. Enfin, je sais qu'avec Pauline et Max, pour avoir participé à différents regroupements comme ça, c'est vrai que la vidéo, ils s'en servent, mais je pense que c'est encore plus utilisé qu'en indoor, notamment pour voir les histoires 360, que ça soit compris pour tous les joueurs. Donc c'est vraiment très très important et très beau, très utilisé par les coachs. peut-être qu'on peut être plus loin des joueurs, du coup, car pas de contact. Mais alors justement, c'est ça le problème, c'est le moment où il va y avoir un contact, est-ce que c'est un contact faute du défenseur ou est-ce que c'est un passage en force faute de l'attaquant? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être trop loin pour pouvoir apprécier si c'est une faute du défenseur ou justement un passage en force. Que faut-il hiérarchiser dans la formation des jeunes arbitres, notamment par rapport aux spécificités beach, les changements de 360? Alors, moi, je dirais pour les jeunes, ce sera plutôt le déplacement. Placement-déplacement pour pouvoir mieux gérer et juger ce qui est en train de se passer sur le terrain. Parce que les changements, ben, ils vont arbitrer des catégories plus jeunes. Du coup, on va être plus tolérant sur les changements. On ne va pas appliquer pareil qu'à l'équipe de France ou le 360 pareil. Si dans la démarche, déjà, ils ont l'intention de tenter le 360, pour les encourager, on ne va pas les pénaliser en disant, bah non, là, ton 360, n'était pas complet. C'est vraiment l'intention là qui compte, notamment sur le public jeune. Boris, ta question, elle est un peu vache, dans le sens où... Non, mais c'est vrai, hein, dans le sens où si on finit pas le 360, on se retrouve face à une touche. Donc c'est un peu compliqué de lâcher le ballon à ce moment-là. Après, c'est vraiment au moment où ça arrive, mais ça arrive, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. On va plus avoir tendance à gratter le 360 sur le positionnement des pieds qu'en voulant ne pas finir son tour, parce que ça complique la chose pour le joueur plus qu'autre chose. Parce que généralement, nous, entre arbitres, c'est l'arbitre de champ qui annonce à l'arbitre de but, qui va annoncer il voit que c'est un but à 1 point ou à 2 points. Et du coup, c'est à l'arbitre de but, une fois qu'il voit le ballon rentrer, il fait confiance à l'arbitre de champ. Et parce que c'est lui, l'arbitre de champ, qui au début a vu déjà la position des pieds. Et c'est sur cette position-là où on se base pour savoir si c'est 1 point ou 2 points. De faire 2 fois 180 en moins de 13. Oui, après, c'est possible, on adapte en fonction des catégories. Voilà, on ne va pas demander à un enfant de 10 ou 12 ans de faire un 360 en lui disant non, là, tu n'es pas assez bon, etc. C'est vraiment la démarche de les encourager. Et fair Quelque play au chose. maximum entre les équipes et les joueurs, enfin entre les arbitres, les joueurs. C'est vrai que c'est là. S'il y a un truc à sortir du beach handball, donc au-delà du fait que ça soit spectaculaire et tout, c'est que s'il n'y a pas de fair play, ça se passera pas bien. C'est pas l'esprit du jeu et c'est vraiment quelque chose qui doit se passer. Donc avec forcément, il y a un peu de musique, il y a quelque chose de spectaculaire, pardon. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit ou autre, il n'a rien à faire sur un terrain de beach handball parce que c'est pas du tout l'idée que veut développer ce sport. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un grand partage, bien plus qu'en indoor entre les joueurs et les arbitres, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, de par les échanges qu'on peut avoir avec eux. Forcément, si les arbitres et les joueurs ne se comprennent pas, notamment sur les 360, on ne pourra pas s'épanouir, que ce soit les joueurs parce qu'ils ne comprendront pas le pourquoi du comment, et pour nous parce qu'on n'arrivera pas à se faire comprendre des joueurs et ça va très vite prendre la tête à tout le monde. Ok, super, super, super.
Je crois qu'il y a les questions. Un point qu'on n'a pas soulevé aussi, c'est lors du placement des pieds, c'est qu'il faut faire attention aux zones. Parce que même au beach handball, il y a des zones. Et le risque au beach handball, c'est que les pieds glissent en dessous le boudin et que l'arbitre de but ne s'en rende pas forcément compte. Donc, il y a des critères qu'on peut prendre en compte. Par exemple, le sable qui va bouger, on va entendre du bruit sur le boudin, ou tout simplement, on va voir la marque des pieds après qui sont passés en dessous le boudin. Donc, tout ça, ça fait zone. Donc, c'est plus difficile à voir qu'en indoor, parce qu'en indoor, on verra bien le pied qui est sur la ligne, alors qu'au beach, le pied sera sous la ligne. Donc, voilà. Petite spécificité, merci Pauline. Il y a une question de Boris là sur la répartition des tâches. La répartition des tâches est-elle la même? J'ai envie de répondre en grande majorité oui. Mais comme l'a dit Max, on va avoir cette histoire du joueur qui se retrouve à l'opposé de l'arbitre de zone. Au moment de son 360, l'arbitre de zone, ce n'est pas lui qui va pouvoir déceler si à 360. Donc là, l'arbitre de zone a une part de responsabilité un peu plus importante et c'est vraiment lui qui va prendre la décision de 2 points ou 1 point, de 360 ou pas en fait. Et parce que c'est tout simplement pas possible de le voir pour l'arbitre de zone. Après, tout ce qui va être jeu du pivot, jeu en termes de contre, etc., c'est vraiment l'arbitre forcément de zone qui va être plus à même de gérer ça. Tout ce qui va être jeu à 6 mètres et jeu au-dessus de la zone. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent là après celle-ci? N'hésitez pas, de manière, on avait encore prévu quelques diapositives à vous montrer pour vous donner un petit peu des personnes sur lesquelles vous pourrez compter si vous avez des questions, hein, des personnes référentes du beach à l'échelle nationale et territoriale. En attendant, continuez à vous poser vos questions dans le chat. Je vais partager du coup la diapositive en attendant. Il y a un livret beach, donc il y a le livret beach et il y a la Fédé qui a mis en place là, un support qui est vraiment génial. Je ne sais pas si Liam et la Ligue, vous l'avez repartagé ou pas, si vous l'avez vu ou pas, mais c'est un support avec vraiment toutes les règles et tout, et il est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc si Liam, tu l'as, ou si vous ne l'avez pas encore partagé, je vous conseille si tu l'as pas, on te le donnera sans problème. Ouais, il a dû être transféré sur les clubs qui organisent justement le Beach on Tour. S'il n'y a pas de communication, effectivement, on va la faire. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a vraiment un guide qui a été créé, donc qui est très intéressant, qui détaille toutes les règles du beach qui ont été présentées ce soir, aussi un petit peu l'organisation du terrain, le matériel nécessaire, mais aussi quelques points sur la formation des jeunes joueurs, joueuses de beach, avec vraiment un détail complet de la formation qui reprend un peu toutes les pratiques. Il y a juste pour tout le monde, là, il y a Grail qui a posé une question, donc juste qu'on prenne 2 minutes, donc on va le dire à tout le monde et on va lui répondre en message. Donc, combien une équipe peut jouer de matchs sur un tournoi? Réponse par écrit. Donc, combien une équipe peut jouer de matchs sur un tournoi? C'est toujours pareil, au plus on va avoir de joueurs, au plus on va pouvoir faire de matchs. Après, il n'y a pas de chiffre prédéfini pour dire une équipe doit jouer tant de matchs. Ok, ça marche. Je vais parler du choix du terrain, de changement. Quels avantages? Ça va être comme en indoor, en fonction des gauchers, des droitiers qu'on a, en fonction du spécialiste qu'on a. C'est vraiment en fonction d'une stratégie de jeu mise en place par le coach qui va être sensiblement identique à l'indoor. Il y a Boris qui a partagé le lien. Le Super. lien pour le guide du beach. Super. Est-ce plus dur à voir les changements du côté de la table? Pas forcément, dans le sens où la table est quand même assez reculée, dans le sens où les joueurs, qu'ils soient du côté de la table ou de l'autre côté, ils sont quand même ils sont assis accroupis, donc on voit forcément qui rentre, qui sort. Enfin, si c'est pas nous, c'est la table. Donc non, c'est pas forcément plus compliqué. L'avantage, ça peut être que s'il y a un mauvais changement qui se passe devant la table officielle de table de marque, c'est plus facile à voir que s'il est en face, savoir s'il a vraiment passé la ligne ou s'il était à 20 cm. Ça a des petits détails comme ça, mais après, sinon, ça va être aussi le facteur climatique.
Même le soleil, etc., le vent, c'est ça qui va dépendre. Oui, même pour les facteurs climatiques, pour les shoot-out, en cas de circonstances exceptionnelles, les arbitres peuvent décider de faire les shoot-out uniquement sur un seul but. Par exemple, s'il y a trop de soleil d'un côté, s'il y a trop de vent d'un côté, dans ce cas-là, les arbitres décideront de faire les shoot-out sur un seul but. Ok. Donc, Ok. bon, du coup, on peut enchaîner sur la diapo, je pense. Il y a d'autres Ouais, questions. je pense que vous les connaissez bien plus que moi, Jérôme et David, donc je vous laisse les présenter et puis faire le lien. Donc, en référent beach, on va voir donc, Jérôme Roland, qui est vraiment l'expert de la Fédé. Donc, ça a été il a arbitré longtemps avec son frère sur du beach handball. C'est lui qui a ramené un peu cette discipline en France. À l'heure actuelle, il n'arbitre plus. Il est délégué EHF, délégué IHF sur les différentes compétitions. Il s'occupe aussi des juges arbitres, de la formation des juges arbitres. Ensuite, on va avoir David Mandlor, donc, qui s'occupe aussi du développement donc, des arbitres au beach handball. C'est un ancien arbitre donc, en indoor et c'est un juge arbitre national en beach handball. Et je pense que tu as oublié aussi, il y a un binôme français qui est international, donc c'est Mathieu Fanac, Cédric Daré. Donc il me semble que j'ai vu passer un message de Mathieu, je ne sais pas s'il est toujours Ouais, il y là. a pas de suite là. Donc, qui sont les deux arbitres français internationaux qu'on retrouve sur les différentes compétitions et qui seront vraiment très, très à même aussi et très content de vous répondre si vous avez besoin de les côtoyer. Quoi. Comme nous, c'est vraiment full développement, développement à fond. C'est vraiment intéressant d'échanger. Ok, très bien. Et pour finir, du coup, Max, je te laisse prendre la parole pour toi. Oui, du coup, si vous avez besoin de quelque chose, même développer au niveau d'un club, d'une ligue ou autre, ou d'un comité, n'hésitez pas via l'intermédiaire de Liam à nous contacter ou à me contacter. D'ailleurs, on peut faire des interventions comme on l'a fait déjà dans plusieurs clubs. Voilà. Avec Mathieu, on l'a fait, on a développé, avec la ligue PACA. Ils se reconnaîtront s'il y en a qui sont là. On a fait un challenge sud. C'était le premier challenge de beach qui a eu lieu. L'année dernière, on a commencé à lancer en Occitanie. Et là, il y en a un qui devait se passer en Corse à Pentecôte, mais ça a été annulé pour mesure Covid. Mais sinon, voilà, ça se développe pas mal. Notamment, voilà, avec vous, on aura. Donc, c'est toujours sympa de voir qu'il y ait autant de monde qui soit mobilisé, qui soit intéressé par la pratique du beach. Voilà. Ok, et puis du coup, plus particulièrement pour Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que beaucoup de clubs ont dû communiquer déjà pour les clubs qui sont organisateurs du Beach on Tour avec Bruno Geoffrey, qui lui, du coup, est plutôt en charge de tout le développement du beach handball en lien avec le Beach on Tour. Et du coup, en lien avec l'arbitrage, comme le dit Max, hein, n'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec l'arbitrage suite à ce webinaire ou du coup des demandes de mise en relation avec Maxime, Mathieu ou même Pauline. Ou même Boris. Hein. De toute façon, on travaille suffisamment tous les deux avec Boris pour communiquer. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'était que vous puissiez mettre un petit peu des têtes sur des personnes à contacter en cas de besoin. Juste, il y a BN, Camille, vous n'avez pas parlé des jeunes. J'aimerais juste qu'il précise là où il veut en venir. Comme ça, on peut répondre à la question qu'il a. Tu peux ouvrir ton micro. Vous pouvez ouvrir vos micros pour les questions BN. Il faut Bernard, il faut que tu... Liam, tu peux avoir la main pour le... Bernard, on ne t'entend pas. Tout en bas à gauche de ton écran. Tout en bas à gauche de ton écran. Voilà, c'est bon. Excuse. Oui, je voulais savoir au niveau des adaptations pour les jeunes, là, parce que j'en parlais un petit peu sur le 360, là, où on pouvait le faire en 2 fois. J'avais vu ça sur le site de la Fédé. Et puis, les règles qui peuvent peut-être s'adapter, parce que si on pouvait jouer aussi au beach en intérieur, parce qu'il n'y a pas de contact en ce moment à cause du Covid, est-ce qu'il y a des adaptations aussi parce que le sol, c'est plus du sable? Alors, en c'est intérieur, vrai que...
Il y a le Handa 4. Vas-y. Je sais qu'ils pratiquent ça en ce moment. Ça ressemble plus à du Handa 4 en intérieur, parce que pour les 360, c'est beaucoup plus compliqué et même difficilement réalisable. Même pour les contres, au-dessus de la zone, c'est très compliqué. Du coup, ça s'apparente plus à du Handa 4. C'est une mesure, une discipline qu'ils ont lancé aussi la Fédé là, avec la crise sanitaire. Ok, merci. Et après, les questions, elles sont pour toi. Ouais, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui vous viennent à l'idée maintenant? On est en fin de webinaire, on est en fin de toute cette présentation sur le beach arbitrage. N'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. Profitez-en. Bah, moi, j'ai juste une question. J'ai arbitré quelquefois du handball, mais on est très proche en fait. J'étais pas là au début, je suis désolée. Alors, ce qui va faire la grande différence, déjà la différence majeure et notoire entre le sand et le beach, c'est qu'il y en a un qui est, on va dire, officiel et un qui est plus dans le divertissement. Donc, on va avoir vraiment des compétitions de beach, alors qu'il n'y aura pas forcément de compétition de sandball. La deuxième grande différence, c'est que le sandball peut être mix, alors que le beach ne le sera pas. Et puis, on va pas se mentir, le sandball, c'est vraiment festif, et alors que le beach, on fait la fête, mais après le tournoi. Après, moi, ce dont je parlais, c'était surtout de l'arbitrage. Au niveau de l'arbitrage, on retrouve. Oui, dans le sens où, quoi qu'il arrive, il va y avoir des gestes qui vont être spectaculaires, qui vont être valorisés, dans le sens où on retrouve un peu le même contexte. Donc, oui, sur le fond, je suis d'accord avec ce que vous voulez dire. Ok, merci. C'est beaucoup plus cadré en termes de beach handball. C'est ça. Okay. Le beach, c'est qu'on vient cadrer en fait le sand pour éviter des débordements et vraiment mettre une réglementation, des règles sur ce que peut être ou s'apparenter le sand. Voilà. Avant du coup de poursuivre sur d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour là, de tout ce qu'on voulait voir, de toutes les parties un petit peu du beach arbitrage. On va proposer à ceux qui ont des questions un petit peu plus spéciales, spécifiques de rester. Sinon, on va vous remercier. On va vous remercier en tout cas pour votre écoute et puis votre participation à ce webinaire de ce soir. Vous avez été nombreux, quasiment 70 à écouter ce qu'ont pu dire Pauline, Maxime et Mathieu. Donc je pense qu'on aura de quoi faire sur nos arbitrages du Beach Tour. Encore une fois, merci à tous. Ceux qui veulent rester, ce sera avec plaisir pour qu'on puisse encore répondre à vos questions. Bonne soirée, Alexandre. Bonne soirée. À plus. N'hésitez pas à continuer à rester. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas. On est encore là. Je vous mets un lien pour ceux qui sont intéressés sur intégrer la séance de l'arbitre demain soir avec la fédération de 18h30 à 19h30. Je vais vous le mettre du coup dans le chat. Cool. Pour ceux qui sont restés, écoutez, n'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Pauline, Maxime ou Mathieu. Là maintenant. Une question, bonsoir, c'est Jimmy là, de Morastel. J'ai Ouais, une question et c'est au sujet de mes JAJ. Est-ce qu'ils peuvent arbitrer les matchs de jeunes de hand beach ou pas? Alors, pour répondre à cette question-là, l'organisation qu'il y a par rapport au Beach Hand Tour. Ouais. Chaque club organisateur, normalement, doit fournir les arbitres de son école d'arbitrage sur son tournoi. D'accord. Si ça, c'est pas fait, il y aura peut-être des manques dans certains clubs et donc des besoins. Nous, on saura aussi se rapprocher des référents comités
pour savoir un petit peu qui peut arbitrer dans son comité, qui peut arbitrer dans son bassin de vie, dans le bassin de vie le plus proche du tournoi. Et du coup, après, on sollicitera les binômes des clubs alentours. D'accord. Ok. Bon, et puis une dernière, et je vous embête plus après parce que moi aussi j'ai des trucs à faire. Pas de souci, vas-y. Le tournoi qui se passe à Lyon, c'est quel club qui l'organise? Parce que j'ai pas lu. Alors, on n'a pas eu les confirmations, il y avait Saint-Priest qui s'était proposé. D'accord, ok. Mais on n'a pas les éléments, on a une réunion en fait du coup le 20 mai pour confirmation des derniers tournois. D'accord, super. Bon, bah écoutez, Jimmy, merci messieurs, ça a été très Jimmy, instructif. Jimmy, pour l'information et pour tes JAJ, n'hésite pas à te rapprocher d'abord de Cyril Auvergne, qui est référent sur le comité Isère, à lui faire Ouais, part c'est de ta demande pour les JAJ. Il est là, Cyril, il est là, il se cache dans le noir. Regarde. Il est dans le noir là. Il est Super, dans le merci. noir. Cyril. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? ouais, c'était par rapport à mon JAJ pour les tournois de hand beach. Bah, tu te démerdes. Comme d'habitude. On en reparlera en off alors. On va pas gêner tout le monde non plus. Ouais, d'accord. Ok, bah, de toute façon, je te recontacte. Et je vous remercie à tous, c'était très instructif. Passez une bonne soirée et bon courage. Merci à toi, salut, bonne soirée. Salut. Est-ce que d'autres questions là, Liam, Percy? je sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé un message en privé pour répondre en même temps à la question de Imran. Donc, je pense que pour tout le monde, ça peut être intéressant de ramener des arbitres et de laisser vraiment qui a envie de se lancer à l'arbitrage se lancer, peu importe le club où on est, peu importe où ça se trouve. Au plus il va y avoir d'arbitres, au plus on pourra jouer et au moins on sera bloqué. Et ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Et ça peut vraiment, c'est vraiment une plus-value pour l'indoor en prime, notamment en termes de communication avec les joueurs et en termes de complicité avec son binôme. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'arbitrage, lancez-vous et faites-vous plaisir, quoi. C'est que du bonus. Cool, parfait. Benoît, il va faire un minibus, il va même faire un bus avec ses JAJ, il va venir jusqu'à Lyon. Incroyable. Non, c'est simplement, c'est un gros projet, moi, que j'ai un peu en tête depuis un moment, c'est d'arriver à mutualiser un maximum, à mutualiser les JAJ et puis essayer de naviguer. Et le super truc, c'est que les jeunes, ils se rencontrent aussi, qu'ils aillent voir aussi ailleurs, qu'ils puissent nouer du lien avec d'autres régions, d'autres trucs, etc. Et que si jamais ils progressent, ils veulent s'intégrer, enfin s'investir dans une carrière, plus tard, c'est super important pour eux d'aller à l'extérieur pour choper une autre atmosphère, pour voir un peu comment ils font hors dehors du club, etc. Et plus on est de fous, plus on rigole, et plus on participe, et plus on aura des mules, et plus ça sera. Voilà. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. C'est le club EMHB sur l'Ardèche. N'hésitez pas, et ça sera super bien pris. Voilà. Cool, ça marche. Est-ce que d'autres questions restent encore avec les personnes qui sont restées parmi nous? A priori, non. 20h30, qui se fait. S'il n'y a pas de questions, écoutez, on va arrêter l'enregistrement d'abord et puis on va